deux, un, deux. OK, attendez. Pas de problème. Suzanne, c'est toi qui vas donner le décompte, OK? Tu me le dis, Bernard, aussi, quand tu pars ton vidéo. OK. Bonjour. Vous faites partie, tous les deux, des alcooliques anonymes. C'est exact. Moi, j'aimerais savoir, Marie, je voudrais que tu me dises, l'alcoolisme, comment toi, tu t'en es sorti? C'est pas ma première question. Ah, OK, c'est vrai, c'est pas ma première question. Ah oui, comment t'en es venu là, OK? C'est pas grave, on va continuer, OK? Alors, Marie, je veux que tu me dises, comment t'en es venu là? Comment t'en es venu à être alcoolique? Mais moi, disons, après l'abandon de mon mari, je suis allée voir un médecin parce qu'à ce moment-là, ça faisait 15 jours que je ne dormais plus, qui m'a prescrit de prendre du gin pour dormir. Alors, après un mois, disons que je prenais seulement un once, puis ça m'en prenait de plus en plus, de plus en plus. Et puis, je ne savais pas ce qui se passait vraiment, pour quelle raison que je n'étais pas capable de contrôler, que je voulais toujours en prendre plus. Et puis, pour être honnête aussi, disons qu'avant son abandon, que lorsque j'allais dans un party, puis à ce moment-là, j'avais réalisé que je ne tolérais pas l'alcool. Alors, je préférais n'en pas prendre du tout à ce moment-là. Et C'est puis, quand le médecin te l'a prescrit, Oui. là, tu t'es mis à en prendre de plus en plus. C'est-à-dire que j'ai commencé par un once, et puis disons qu'au bout de 2 ans, bien à ce moment-là, là, j'ai cessé d'acheter du gin, et puis moi j'ai acheté de la bière, parce que déjà au départ, je me sentais coupable d'être obligée de boire pour dormir. D'accord. Et puis disons que je peux dire que ça a duré 6 ans pour moi. Merci, Marie. Julie, voudrais-tu me dire, dans ton cas, à toi, comment ça s'est passé? Et moi, personnellement, j'ai jamais eu conscience d'être un alcoolique. De buveur social, probablement que j'ai tombé un buveur exagéré à un certain moment. Puis, étant donné que l'alcoolisme, c'est une maladie, ça, qui développe une allergie pour moi, bien moi, c'est assez difficile dans mon cas de dire à quel moment, à quel verre, que j'ai découvert que j'étais alcoolique ou que je suis devenu alcoolique. En fait, c'était inconscient, le glissement, le progressif vers l'alcoolisme. J'ai progressé de jour en jour, puis d'année en année, parce que je suis un alcoolique depuis mon premier verre, d'après moi, que j'ai pris à l'âge de 15 ans. D'après toi, c'était vraiment une allergie, ça. C'est une allergie pour moi parce que mon passé le prouve. Mais à quel moment précis, disons, est-ce qu'il y a eu un moment où vraiment, là, tu t'es dit, là, je m'aperçois que je suis alcoolique. Est-ce que c'est arrivé, ça, ou c'était la faveur de quoi qu'on t'a dit ou tu t'es aperçu que tu étais alcoolique? Bien, c'est après un séjour à l'hôpital, après une cure de désintoxication, puis après un stage dans une clinique, mais surtout après quelques mois de sobriété, que j'ai découvert réellement que j'étais un alcoolique. Parce qu'à quel moment qu'on peut dire qu'une personne développe une allergie aux framboises, c'est assez difficile de dire quelle framboise qu'on a mangée. Merci beaucoup. Maintenant, on va attendre un petit peu. Là, on va recommencer. L'autre question, c'est quoi? La deuxième? OK. Voilà. Marie, je voudrais te poser une autre question. Je voudrais te demander, toi, l'alcoolisme. Tout à l'heure, tu nous as expliqué comment tu en étais arrivé là. Je voudrais que tu me dises maintenant comment tu en es sorti de ça.
Moi, disons, le soir que j'étais très en état d'ébriété, puis que j'étais vraiment déçue de moi-même de voir que je fonctionnais par une bouteille, que j'étais vraiment la victime d'une bouteille, comme une béquille un peu. J'ai appelé Secours Amitié, qui m'a référé à un mouvement que je ne connaissais pas à ce moment-là, qui est le mouvement des alcooliques anonymes. Avec ce mouvement-là, on m'a appris justement que c'était une maladie. Ce fut une grande, grande révélation pour moi, parce que je ne le savais pas. Alors, Tu n'avais pas réalisé que c'était une maladie? je n'avais pas réalisé du tout que c'était une maladie. Je ne savais pas ce qui se passait en moi, que j'étais vraiment victime, je ne dirais jamais assez le mot, mais simplement que je ne savais pas quoi faire. Et puis, là, lorsqu'on m'a dit justement que c'était une maladie, bien, il m'a fallu accepter ma maladie. Puis pour moi, accepter ma maladie, ça veut dire faire tous les efforts qu'il me faut faire une journée à la fois pour ne pas prendre mon premier verre. Merci. Julien, je voudrais te demander la même question. Toi, tu nous expliquais tout à l'heure que c'est à la faveur d'une cure de désintoxication que tu t'en es sorti. Oui, parce que moi, j'avais déjà connu le mouvement des alcooliques anonymes par l'entremise d'autres personnes. Mais pour moi, personnellement, c'était pas pour moi parce que je me croyais pas atteint de cette maladie. Puis c'est en persistant à assister aux assemblées des alcooliques anonymes, qui a lieu pratiquement tous les jours dans le district de Sherbrooke ici, que j'ai découvert que j'étais un alcoolique et que pour moi, c'était ma place. Puis pour toi, l'alcoolisme, ça pose encore des problèmes, ça? Absolument pas. Ça va bien. Parce que je suis le mode de vie que le mouvement des alcooliques anonymes nous enseigne et qu'on essaie, parce que c'est un mode d'essai, qu'on essaie de mettre en pratique ce qu'on nous enseigne. Puis c'est en partageant avec le mouvement Merci. que je demeure seul. Et toi, Marie, j'aimerais te demander, toi, est-ce que tu trouves ça difficile de continuer à être seule? Non, moi aujourd'hui, je peux dire que la vie est merveilleuse parce que justement, ce qui est important, c'est aujourd'hui. Puis aujourd'hui, Marie, elle s'en est sortie. Comment elle s'en est sortie? En pensant que c'était très important de meubler sa vie. Puis pour moi, meubler ma vie, c'est retourner dans un élément que j'ai toujours aimé, qui sont les études. Alors, c'est pas une chose que j'envisage pour... moi, je peux dire, moi, je vais être 10 ans, une question d'orgueil de 20 ans, ce n'est pas un record de sobriété, ça, le mouvement. Simplement que ça se fait une journée à la fois. Et une journée à la fois, vivre pleinement ma journée, c'est-à-dire que de profiter tous les instants, puis bien vivre ma vie. Merci beaucoup. Vous êtes infiniment gentil. Merci de vous être prêté à cette interview. On est arrivé dans les temps exacts, mes enfants. Vous êtes merveilleux. Félicitations, mon Roger. Monsieur Desmorts, en sachant que vous êtes cardiaque, qu'est-ce qui vous incite à faire du conditionnement? Ben, c'est l'espoir qu'en faisant du fonctionnement de tout. La cicatrice que j'ai va être pareil. Que je vais être je vais faire des exercices pour être correct. Est-ce que déjà vous sentez une amélioration en ce qui concerne votre maladie? Ben, je sens une amélioration. La difficulté que j'ai, c'est avec mes jambes, c'est beaucoup différent. Il y a des coups malheureusement. Une fois, ça s'améliore un peu. Je me souviens que la première fois, j'ai fait 2 jours de démarche. J'ai fait ça. Là, je me rends à 19h30. Quand je vais un peu plus vite, je suis obligé d'arrêter de faire de la photo. C'est les gens qui ont des autres spectacles. Merci beaucoup, monsieur.
tradition de la famille vacancière, et ce sera normal qu'on redonne en quelque sorte aux payeurs de taxes les équipements qui ont dû payer au cours de l'année et au cours de plusieurs années. Alors, cette perspective-là, ça peut devenir intéressant. Oui, ça peut devenir extrêmement intéressant parce que ce serait un très bel exemple à donner à toute l'industrie touristique. Je pense par exemple à des propriétaires de lieux de vacances qui sont très prospères en hiver et qui l'été ferment, tout simplement parce qu'ils ont fait leur argent durant la saison hivernale. Mais s'ils voulaient se donner une vocation sociale durant l'été, ils ne perdent pas d'argent de toute façon puisqu'ils l'ont déjà fait, eh bien, au cours de l'été, ils peuvent se permettre un certain roulement avec les classes qui ne peuvent pas bénéficier de leur hébergement durant l'hiver, mais qui pourraient en jouir pleinement durant l'été, parce que ces endroits-là sont presque toujours situés dans des endroits de villégiature très intéressants. Mais encore là, surtout quand on fait appel à des propriétaires privés, on ne peut quand même pas exiger. Non. Et, évidemment, ça repose sur une certaine conscience sociale, comme je pense que nous en avons déjà parlé ensemble, mais ça reste encore comme faisant partie de la bonne volonté des gens. Oui, il faut, voyez-vous, si on veut développer un tourisme populaire, qui soit vraiment à la dimension du besoin. C'est presque de l'apostolat, ça. Mais je dirais que c'est de la participation. Et cette participation-là témoigne d'un engagement total, véritable, authentique de celui qui a déjà versé dans son entreprise toute sa fortune, tous ses talents, toute son énergie, et qui par surcroît, surtout lorsqu'il a fait déjà le revenu qu'il s'attendait de faire au cours de l'année, eh bien, il se donne une vocation supplémentaire pour aider la famille moyenne et moins à pouvoir bénéficier des équipements qu'il a. Et ça se fait déjà. Il y a déjà des propriétaires de lieux d'équipement importants qui participent comme ça et qui acceptent pour 8 $ par jour, logés nourris, de recevoir des familles à revenus modestes pour des temps de vacances durant l'été. Et c'est principal. Nous enverrons d'ailleurs au cours de cette émission-ci des photographies de lieux de vacances, de lieux de villégiature où les propriétaires participent au programme de vacances. Alors le principe de base, ce serait une utilisation maximale des ressources qu'on a déjà. Exact. Et c'est principalement pour permettre l'accessibilité aux vacances au plus grand nombre. Ça rejoint le droit aux vacances. C'est un droit qui est maintenant inaliénable, même... droit que tout travailleur possède. Exact, même donné par un législateur. Donc, c'est un droit égal au travail, c'est un droit égal à la nourriture, à la vie, quoi. Oui. Et je pense qu'à ce sujet-là, il est important de bien comprendre que si celui qui est intéressé au développement du tourisme et des vacances ne participe pas ou ne travaille que pour le gain, exclusivement pour le gain, mais celui-là, il participe à mettre sur pied un réseau parallèle de tourisme populaire pour lequel, dans 10 ans, il se mordra les pouces parce que ce réseau, ce deuxième réseau populaire non commercial à travers le pays, viendra en quelque sorte contrecarrer un peu ses propres politiques à lui. Alors, c'est le temps d'embarquer actuellement ou de rester en place. Si on reste en place, moi j'ai l'impression qu'on va pourrir, alors que si on veut réagir, on va développer le tourisme en même temps qu'on va se développer soi-même. C'est quand même un peu révolutionnaire ce que vous dites. Mais par rapport à l'économie, il serait, je pense bien, indispensable d'organiser des loisirs des loisirs et des vacances pour un grand nombre de personnes. Parce que si on est seul à profiter d'un voyage, ça nous coûte beaucoup plus cher que si on est 3 ou 4 à profiter et de la même voiture et du même hébergement et ainsi de suite. Alors comment ça peut fonctionner? Exact. Alors, il y a d'autres raisons qui se greffent là-dessus. Oui, je pense que lorsqu'on parle d'un tourisme populaire accessible au plus grand nombre de la population, il faut trouver des formules de masse, des formules qu'on appelle collectives. Et dans ces formules collectives, on pense par exemple à la participation de villages entiers ou à l'organisation dans des véritables villages de vacances.
possible pour ce qui est du démaquillage des yeux, pour garder organisation de vacances collectives pour de démaquiller les cils vers le haut. Ensuite, comme j'expliquais, le tour de l'aide du point est peut-être très intéressant de modéliser en quelque sorte un autobus ou un train pour permettre l'accessibilité réelle au transport. Mais toujours dans ces vacances en collectivité, on peut aussi développer une programmation qui puisse être intéressante et pour tous les goûts, selon la saison, comme par exemple au temps des sucres que nous connaîtrons bientôt, des vacances en collectivité dans des endroits pas toujours spécialement commercialisés, dans des endroits que l'on peut retrouver à tous les jours à la campagne. Et on peut vraiment se familiariser. Pour ça, c'est parce qu'il y a eu une organisation collective. Je pense par exemple au temps des semailles, que nous aurons encore d'ici 3 mois à peu près. Eh bien, la participation du vacancier aux travaux agricoles, par exemple, et à l'initiation des travaux agricoles peuvent être également intéressants. Ce retour de corvée, par exemple, que prennent plaisir les vacanciers à faire et reviennent tout ensemble en charrette, tout en chantant des chansons du pays, et revêt un caractère important. Mais tout ça, c'est parce que ça a été organisé collectivement, comme cette promenade en traîneau dans les bois du Canada, et on sait comment ils sont beaux, les bois du Canada. Eh bien, encore là, une personne seule n'aurait pas pu se permettre une organisation semblable. C'est parce que c'est organisé, voyez-vous. Et de même que l'initiation à toutes sortes de sports, comme le sport de la voile, par exemple, bien, dans une base de plein air, que nous avons et qui se répand de plus en plus au pays, ou encore dans un centre de villégiature, c'est possible de montrer à de jeunes enfants comment manipuler des petits bateaux à voile. Et bien souvent, ces cours sont intégrés à la programmation générale du lieu où sont passées les vacances en collectivité. Nous voyons ici une promenade à cheval. C'est organisé précisément dans un village où il y a au-delà de 200 ou 300 vacanciers qui vont prendre des vacances à cet endroit-là. Mais la promenade à cheval est rendue possible pour un prix minime. Ça a coûté 50 sous la promenade à cheval. Alors nous sommes au sucre, et encore au sucre, c'est intéressant d'obtenir des prix qui sont réellement accessibles. Des choses comme 50 sous, 75 sous pour la journée, c'est possible parce qu'on le fait en nombre. Voyez-vous? Alors, les vacances en collectivité, ça a donc une importance primordiale. Mais je suppose que vous mettez dans tout cela l'accent sur les rassemblements et la créativité. Je pense qu'il faut mettre l'accent, oui, sur la créativité. C'est important parce qu'il faut que durant le temps des vacances, le vacancier puisse faire appel non seulement au repos et à la détente, mais également il faut assurer son développement culturel. Parce que ce que vous dites entre un tout petit peu en contradiction avec ce que la publicité nous invite à faire. La publicité fait l'association entre vacances, repos, bien-être, détente, facilité, rêve, et je pourrais en mettre encore davantage et davantage. Alors que vous, dans ce que vous nous proposez, ou dans ce que vous tentez en tout cas de susciter, c'est beaucoup plus des inventions, des découvertes, de choses nouvelles à faire, mais pas du laisser aller. Nécessairement, parce que là... C'est nouveau, je trouve, comme perspective. Je pense, oui, c'est un aspect qui est resté à découvrir. Et je pense que fondamentalement, l'homme est énergique et il produit continuellement. Et pour l'aider à produire continuellement, pour l'aider vraiment à s'émanciper, il faut nécessairement que l'organisation du temps des vacances, non seulement des grandes vacances, mais également des petites vacances, je pense aux longues fins de semaine, par exemple, aux vacances de Noël, aux vacances de Pâques, il faut également que durant tous les temps de vacances, l'homme soit énergique. Et pour ça, il faut qu'il fasse appel à son intelligence. Et c'est toute la différence qu'il y a entre faire des activités de vacances simplement pour le néocéphale,
offert des activités également pour le paléocéphale. Et ce qui veut dire que pour rendre l'homme... Si vous voulez, on va expliquer. Ça me dérange pas trop. Il faut rendre l'homme passible de pouvoir ingurgiter des activités qui vont le hausser, qui vont l'élever, qui vont l'épanouir en quelque sorte et l'enrichir. Mais pour ça, il faut que ce soit des choses bien organisées. Parce que l'analphabétisation culturelle au pays, elle est plus grande que l'on pense. Et bien souvent, les personnes, lorsqu'on leur fait penser faire des choses, ils disent « Ah, mais oui, c'est possible, oui, on peut. » Bon. Mais jamais ils y auraient pensé eux-mêmes. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose pour eux. Et il faut que dans l'organisation de vacances en collectivité, phénoménologie canadienne, c'est-à-dire ces phénomènes qui permettent aux familles vacancières canadiennes de pouvoir se refaire en quelque sorte. Qui permettent à tout un peuple de s'assainir. Et c'est très bien dit ça, Mme Claudette. Et je pense que la santé mentale d'un peuple est extrêmement importante. Et cette santé mentale,